Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'After Produit opéré par Weevoo et bienvenue dans ce nouvel épisode du Design Corner, l'émission produit de la tribe UX de Weevoo qui tacle les problématiques UX, UI, de design et de conception. Je suis Alexandre Studer pour vous servir aujourd'hui, Product Manager chez Weevoo, et j'accueille Yannick Bravoine. Bienvenue, Merci, ravi de bonjour, t'accueillir. bonjour Alexandre et bonjour à tous. Yannick, tu es spécialiste, formateur et coach en accessibilité dans différentes entreprises. On va revenir tout ça durant notre échange. Je vais d'abord commencer par te remercier vraiment. D'ailleurs, tu es venu avec ta chienne Oui, Nessie. qui s'appelle Nessie, qui est en train de faire la sieste. On va pas trop la déranger. Euh, donc déjà, merci beaucoup. Au niveau du Design Corner, on était très très fiers de pouvoir parler d'accessibilité. C'est un sujet qui est assez méconnu. Les gens savent globalement ce que c'est, mais en connaissent assez peu les détails. Donc on est très fiers de porter une voix et un micro un peu à ce sujet. Donc encore une fois, merci d'être ici. Merci d'en parler, parce que comme tu le dis, c'est méconnu, donc il faut le mettre en avant, quoi. Absolument. Donc Yannick, tu es formateur et expert en accessibilité pour la société Atalan, actuellement intégrée au sein de WSNCF. On en reparlera tout à l'heure en fin d'émission. Tu as 47 ans, tu es papa de 2 garçons et originaire du Havre. Tu es donc déficient visuel de naissance suite à une maladie génétique. Tu pourras nous expliquer un petit peu tout ça après. Tu as commencé à apprendre le braille à l'âge de 11 ans, c'est bien ça? Oui. Super. Tu as débarqué à Paris dès l'âge de la 6e, en classe de 6e plutôt, Ouais. pour intégrer une école spécialisée pour aveugles et tu as ensuite suivi des études de psychologie, de sciences et de l'éducation. Oui, en sciences de l'éducation. Quelques années plus tard, les années passent, tu passes par plusieurs jobs, dont commercial spécialisé en équipement dédié pour les lieux publics à Lyon, c'est bien ça? Oui, tout ce qui est accessibilité des lieux publics. Ouais. T'en gardes un bon souvenir? Oui, c'était très intéressant parce que ce qui m'intéressait beaucoup, moi, c'est la qualité d'usage, donc Ouais. mais on en reparlera. En 2016, ta vocation première d'enseigner l'accessibilité auprès d'enfants aveugles prend son envol. Et depuis 2020, tu es entièrement spécialisé au conseil pour les entreprises sur les sujets de l'accessibilité. Ma première question, ça va être, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton job actuel, ton poste et... Oui. Voilà. Alors mon job, il est multiple. Donc j'ai une partie de mon activité où je travaille en tant que... en fait, j'accompagne des personnes qui vont vers l'emploi ou qui sont en poste et dont le handicap visuel nécessite un aménagement. Alors cet aménagement, il est de deux types. Il peut être matériel, donc choisir des outils informatiques notamment, mais aussi éventuellement d'autres outils qui leur permettent de conserver leur poste. Et il peut être humain via de la formation et de l'accompagnement. Ok. Est-ce que tu as, au cours de ton expérience passée, sur l'expérience actuelle que tu as aujourd'hui, des choses que tu souhaiterais faire passer comme message là tout de suite euh, sur tout ce qui est accompagnement des personnes, la sensibilisation, les managers? Oui, tout à fait. En fait, s'il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est faites confiance à une personne. Souvent, il y a une volonté des chefs d'entreprise ou des dirigeants d'intégrer des personnes avec un handicap. Ouais. La difficulté, c'est plus pour les collaborateurs qui vont travailler au quotidien. Ouais. Et en fait, c'est la confiance. Donc, ce qui est intéressant, c'est de dire à la personne, bah voilà, écoute, je te fais confiance. Ouais. Tu vas faire une tâche, tu vas peut-être la première fois, tu vas peut-être mettre une demi-heure de plus que le salarié à côté qui n'a pas de handicap. Mais la fois d'après, tu mettras peut-être que 15 minutes. Et puis la fois d'après, tu iras peut-être pas aussi vite. Mais en tous les cas, le travail sera fait et tu joues ton rôle dans l'entreprise et dans la société. Donc il y a une vraie relation de confiance à avoir et je pense que c'est hyper important pour Ouais, les gens ça c'est qui ne clair. sont pas sensibilisés à ça, d'avoir ça en tête. Et il faut croire aussi aux compétences, c'est-à-dire qu'il y Ouais. a un handicap, mais il y a aussi des compétences. J'ai préparé un tout petit peu l'émission avec toi d'ailleurs. J'avais envie de redonner quelques chiffres sur l'état Ouais. du handicap en France. 20 millions de personnes, soit quasiment une personne sur 5 qui l'est. Alors ça peut être à la fois des gens qui le sont totalement depuis la naissance ou à la fois des gens qui ont été accidentés et qui le sont temporairement. 1,7 million de personnes en situation de handicap visuel comme toi. Ouais. Et une chose, une info qui est assez intéressante, parce qu'on parle là donc de déficience visuelle, mais c'est pas que ça, c'est aussi les gens qui sont daltoniens, Ouais. qui ont juste des problèmes de vue et qui ont besoin de lunettes.
Et par exemple, sur les personnes daltoniens, il y a une disparité homme-femme qui est rigolote. 8% des hommes sont daltoniens, alors que seulement 0,5% des femmes le sont. Oui, tout à fait. En fait, c'est une donnée génétique qui fait que effectivement les hommes sont plus touchés par cette maladie, mais ça a une vraie incidence dans les entreprises parce que par exemple, si j'envoie un PDF avec un camembert et juste avec des couleurs, Ouais. bah, la personne ne peut pas analyser les chiffres. Il faut savoir qu'il y a des grands dirigeants de boîtes Ouais. qui sont daltoniens. Eh bien justement, quelques fun facts. Je m'étais noté en personnes assez connues qui le sont. Il y a Mark Zuckerberg Ouais. et Keanu Reeves notamment. Pour Mark Zuckerberg, est-ce que tu es utilisateur de Facebook? Oui. Est-ce que tu t'es fait la remarque, est-ce que Facebook est plus accessible qu'un autre réseau social ou pas? Bah oui, justement, ça fait partie Ok. des réseaux sociaux qui sont bien accessibles et qui mettent même l'accessibilité comme un outil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans Facebook des outils de reconnaissance des images. Et ça, tu le retrouves pas sur un Twitter, Beaucoup moins. Donc on a bien du coup un vrai lien entre le PDG et la vision qu'il va avoir de son produit. D'ailleurs, les couleurs de Facebook ont été choisies du fait du daltonisme de Zuckerberg. Ok. On en reviendra un petit peu plus tard sur tous ces sujets de couleurs parce que c'est hyper important, surtout dans notre cadre d'émission du Design Corner. On va parler un tout petit peu rapidement du cadre légal. Est-ce que tu peux m'en dire plus aujourd'hui, comment l'État et la législation encadrent l'accessibilité en France? Alors en fait, l'accessibilité, on a commencé à en parler à partir de 1975. On a commencé à parler du handicap et de dire qu'il faut favoriser l'insertion professionnelle, l'insertion sociale. Et puis, bon, la loi de 75 était là, mais pas grand-chose a bougé. Il y a eu une grande loi en 2005, qui était pour l'égalité des chances des personnes handicapées, qui a commencé à vraiment faire avancer les choses. Bon, il s'était donné 10 ans, on est en 2022, Ouais. on n'est pas tout à fait encore au rendez-vous. Mais ça a permis quand même de faire avancer les choses. Alors, du point de vue de l'accessibilité numérique, bon, il y a le RGA, hein, Ouais. qui est la référence en matière d'accessibilité en France, donc le registre général d'amélioration de l'accessibilité, puisque le logo a changé il y a peu. Est-ce que c'est la seule ou est-ce que c'est la plus grande? Alors, en France, c'est la principale. Ok. Après, aux États-Unis, on parle des WCAGs, donc qui ont des versions. Ouais. Mais voilà, en France, en tout cas, c'est le RGA qui est l'échelle de température de l'accessibilité. Et donc ça, c'est un cadre, c'est-à-dire que je suis une boîte, je sors un site ou une app. Ouais. C'est quoi, leur genre Alors, une grille? En fait, donc normalement, toute entreprise publique Ouais. ou toute entreprise privée qui fait un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros D'accord. a une obligation de rendre ses sites, ses applicatifs, son intranet et son extranet accessibles. D'accord. Donc, effectivement, quand il y a un audit, la personne vient avec une grille de lecture. Elle va regarder, par exemple, chaque critère un par un. Et à partir du moment où le critère, il y a un lien, par exemple, qui n'est mal étiqueté, c'est tout ce critère-là qui tombe. Donc, c'est pour ça que les taux de conformité sont souvent assez bas, parce que il suffit d'un critère dans la page pour faire tomber la page. Est-ce que c'est souvent contrôlé, ça? Est-ce que c'est fréquent? Alors, ça devrait l'être, puisque ces fameux sites ont une obligation de mettre ce qu'on appelle une déclaration d'accessibilité Ouais. sur leur site. Et donc, à partir du moment où ils font cette déclaration, souvent ils passent par un audit externe. D'accord. Alors, on n'est pas obligé, on peut faire un audit interne, mais c'est quand même préférable de faire un audit externe Et par ça, des spécialistes. excuse-moi, je te coupe, si c'est indiqué sur le site, c'est indiqué où? Alors, généralement, il y a une rubrique qui s'appelle accessibilité. Ok. Alors, c'est vrai que souvent, elle est dans le fond du site, Ouais. dans le pied de page. J'en doute pas, malheureusement. Donc, il faut un peu avoir envie de la chercher, mais normalement, c'est une obligation en tout cas. Et j'ai cru entendre qu'il y avait différents niveaux, hein, c'est ça? Il y a A, Alors, 2A, il y a triple le A, c'est ça? RGA simple, simple A, double A et triple A. Ok. Généralement, on conseille le double A. Le Ouais. triple A, c'est vraiment un confort d'utilisation, c'est vraiment le summum. C'est très rare, il y a très peu de sites qui sont capables d'atteindre le triple A. Je ne saurais même pas en citer un d'ailleurs. Ouais. Mais il y en a un sans doute. Ça veut dire que par exemple, toutes les vidéos sont en langue des signes. Ouais. Voilà. Généralement, on conseille le double A. Et le simple A, ça veut dire qu'en fait, il est utilisable, mais avec des difficultés. On reviendra juste après là-dessus. J'aimerais te poser une question d'abord. L'accessibilité dans la vie de tous les jours, ça se caractérise comment?
Alors, comme je l'ai dit, la loi de 2005 a quand même fait prendre une certaine conscience par rapport à tout ça, et donc c'est des choses qui évoluent. Mais que pour le numérique ou pour tout? Non, pour tout. D'accord, ah ok, je Ouais. croyais que c'était que... C'est-à-dire ok. que, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai travaillé à Lyon pour Ouais. pour une entreprise lyonnaise, et quand j'allais voir les gens qui s'occupaient des bâtiments et que je parlais d'accessibilité, on sentait que ça commençait à venir, quoi. Le sujet commence à être entendu. Pourquoi Alors, c'était si long d'après toi? parce que en fait, c'était déjà pas dans la nature des gens, et puis c'était pas dans la formation des gens. Ouais. Aujourd'hui, un architecte, par exemple, l'accessibilité, c'était une demi-journée de formation sur ses 3 ans d'études, quoi. Et donc, souvent, ils se disaient, je vais pas faire accessible, parce que si je fais accessible, je vais pas faire beau. Et donc, en fait, la solution, c'était de faire une solution, voilà, on la prenait pas en compte, comme ça on était sûr. Ouais. Il n'y avait peut-être pas non plus toujours les bonnes solutions en face. Il a fallu aussi créer ces solutions. Alors, tu disais, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité? C'est de pouvoir accéder à toutes les fonctions Yes. Ouais. de la société, c'est de pouvoir prendre les transports. Aujourd'hui, par exemple, prendre les transports à Paris, c'est quasiment infaisable pour une personne en fauteuil. Ouais. À part la ligne 14 et puis quelques morceaux de trajet, en fait, la personne, elle est vraiment en galère, quoi. Par exemple, dans les gares, les distributeurs de boissons ont été changés récemment. Aujourd'hui, c'est un écran tactile. Moi, j'arrive, je veux me prendre une boisson, c'est Tu impossible. peux pas. Voilà. Et ça, c'est une rupture de la chaîne d'accessibilité, parce que voilà, ça m'exclut de cette fonctionnalité. Et je voulais faire du coup ce parallèle-là avec la vie dans le digital. Tu m'as parlé, par exemple, que Facebook était hyper bien conforme et en tout cas accessible. Est-ce que tu as d'autres exemples de sites ou d'apps qui sont au top sur ces sujets-là aujourd'hui? Alors, il y a effectivement, bien sûr, les GAFAM qui font de gros efforts pour l'accessibilité. Mais parce D'abord, qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc ils ont beaucoup d'argent, puis ils savent qu'aux États-Unis, en fait, il y a les class action. Ouais. Je crois que c'est ça, dans les action groups. C'est-à-dire qu'en gros, si on a des problèmes d'accessibilité, on se met toutes les personnes handicapées ensemble et on attaque les grands groupes. Et ça marche plutôt bien aux États-Unis. Donc Ouais. en fait, les GAFAM ont réagi très vite et on dit, bon, là, non, c'est bon, on ne va pas payer des factures énormes en amende. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'ils ont mis un coup d'accélérateur là-dessus parce qu'il y avait des risques de payer des chèques, quoi. Et oui, Et pas malheureusement. pour le bienfait des utilisateurs. Non, c'était d'abord Ouais. pour ça. Après, il y a aussi un autre critère, c'est qu'à partir du moment où la personne est touchée dans son environnement proche, et là, elle va agir. Par exemple, Microsoft, pendant des années, n'a jamais traité la question de l'accessibilité. Ouais. Et d'un seul coup, depuis l'arrivée de Satya Nadella, on voit plein d'applications qui sortent et qui sont accessibles. On se demande pourquoi. Et en fait, c'est tout simple, c'est que Satya Nadella a un enfant qui était handicapé, malheureusement il est décédé il y a peu. Mais voilà, à partir de ce moment-là, Microsoft a fait beaucoup pour l'accessibilité. Donc en fait, on se rend compte que d'une manière ou d'une autre, c'est souvent en réaction de quelque chose qu'on commence à s'y mettre, quoi. Voilà, tout à fait. Dans les Après, il y a tendances. des produits qui ont été dédiés à la déficience visuelle, Ouais. qui sont faits pour les personnes déficientes visuelles et qui du coup intègrent une grande accessibilité. Tout à l'heure, avant le live, on parlait Ouais. d'une application qui s'appelle Teia, qui sert à scanner les boîtes de médicaments. Juste Bon. avec l'objectif de l'appareil. C'est ça. Ouais. Donc, on scanne le code data matrix et on récupère la notice, Ouais. la date de péremption. Voilà. Ce sont des applications qui ont été faites pour les personnes non-voyantes, donc testées et bien carrées au niveau accessibilité. Tu as ramené avec toi un appareil. Oui. Est-ce que tu peux rapidement nous décrire je ne sais pas si à la caméra on peut... Je ne sais pas. juste, super, nickel. Donc c'est quoi ça? Alors, en fait, ça s'appelle une plage braille. Donc, c'est un petit boîtier qui peut être connecté en USB ou en Bluetooth et qui va, sur la partie où je passe ma main, là, afficher les caractères braille que je vais soit saisir avec le clavier ou alors qui vont retransmettre ce qu'il y a écrit sur l'interface que je vais utiliser. Par exemple, si je suis connecté en Bluetooth Ouais. à mon téléphone, en fait, je vais pouvoir commander mon téléphone directement depuis ma plage braille. Ok. Alors la Et- petite question piège, c'est Ouais. combien ça vaut? Eh ben, J'allais te la poser, oui. voilà, malheureusement ça vaut très cher. Ça Ouais. vaut, là on est sur 40 caractères, Ouais. ça vaut 4 500 €.
Donc alors, ça veut dire que c'est comme par exemple un piano, tu peux en avoir des plus larges avec plus de caractères, c'est Oui, ça? c'est ça. Ça existe jusqu'en 80 caractères, par exemple, pour les gens qui sont au bureau avec des standards, Ouais. où ils vont pouvoir avoir sur une seule ligne toute l'information du standard, par exemple. Et donc là, tu fais x2 sur le prix. C'est ça, on peut être à 10 000 euros à peu près. Et donc- Alors, il faut savoir que la personne ne paye pas ces 10 000 euros, Ouais. enfin, elle les paye si elle s'équipe à titre personnel, mais si elle s'équipe à titre professionnel, souvent c'est pris en charge par ce qu'on appelle l'AGFIP. Mhm. Donc l'AGFIP, en fait, les entreprises qui n'embauchent pas de personnes handicapées payent une amende, et cette amende, elle sert à payer le matériel des personnes qui travaillent dans une entreprise où l'entreprise a joué le jeu. C'est-à-dire que moi, à compétence égale, si j'arrive et je dis à mon patron, bah voilà, vous m'embauchez, mais je vous dis tout de suite, il y a une mise de départ à 10 000 euros. Ouais. Ils vont me dire, non, mais t'es gentil, mais tu Ouais. vas déjà... Alors déjà, tu risques d'être moins rapide qu'une personne voyante. Et en plus, tu vas me coûter déjà 10 000 euros dès le début. Alors que là, au moins, on gomme déjà les 10 000 euros. Et après, bah voilà, on peut prendre en compte que les Donc compétences. le temps que la machine se lance, il a fallu quelques avertissements pour que les chèques se remplissent et qu'on donne accès plus facilement à Exactement, des bah, personnes c'est comme toi. surtout voilà, c'est l'évolution de la loi qui a permis ça. Et alors, il existe la même chose au niveau de la fonction publique qui s'appelle le FIPHFP. Là, on est en direct sur Twitch, que ce soit un YouTube ou autre. C'est quoi les outils que un déficient visuel comme toi a, si tu les connais, pour suivre facilement, savoir où cliquer? Est-ce qu'il y a des plugins qui existent? Alors, ce qu'il faut déjà, c'est effectivement bah, que l'application de base soit accessible, donc que ce soit celle de YouTube, celle de Twitch, etc. Mhm. Après, effectivement, on peut choisir aussi, par exemple, d'ajouter les sous-titres. Ouais. Oui, parce que si la plateforme l'a pas de base, YouTube là par exemple, mais Oui, voilà, on peut les rajouter à destination des personnes sourdes et malentendantes. toi, tu connais des softs ou des plugins de nom? Non, je ne saurais Non. pas dire. Ok. Non. Mais effectivement, je sais que YouTube, par contre, intègre vraiment des outils maintenant Ouais. qu'on peut activer. C'est au concepteur de décider, en tout cas, de les mettre en place. Donc, ça vaut le coup. Sachez que si vous voulez drainer aussi des flux, c'est aussi comme ça, quoi. Mais ça veut dire que tu n'utilises pas du tout Twitch, toi, par exemple? En tant Alors que- non, mais je pense que c'est pas lié à mon handicap, c'est lié à mon âge. Tu C'est crois pas? générationnel. Eh bien, écoute, merci pour cette introduction. On va passer maintenant à une partie où tu vas nous donner plein de conseils. Je lance la partie des conseils de Yannick. Donc, Yannick est avec nous et c'est une super opportunité pour parler du coup donc d'accessibilité, comme ça vous l'avez compris. Moi je suis PM ou je suis designer, peu importe, tu arrives en entreprise. Quels seraient toi les 3 premiers conseils que tu aurais à donner à un designer ou à un product manager pour soit prioriser, mais ça va être une question un peu compliquée, mais améliorer l'accessibilité sur son produit? Alors, je dirais que parmi les conseils, j'aurais tendance à dire déjà sensibiliser les équipes. Ouais. Parce que je pense que on ne peut pas inventer la question du handicap Ouais. si on n'y a pas été confronté, soit pendant sa formation initiale, soit pendant sa vie professionnelle ou alors dans sa vie personnelle. Donc déjà une action de sensibilisation et de formation. Parce que on ne peut pas deviner non plus tout, quoi. Après, c'est de se dire, d'accord, je fais parce qu'il y a un RGA, on en a parlé tout à l'heure, les normes. Donc, Mais salut patron, on doit être légal à un moment donné, quoi. C'est ça, voilà. Ouais. C'est, écoutez chef, voilà, là on a une appli, je vous dis tout de suite, si demain la justice arrive, vous pouvez vous exposer à des poursuites. Ouais. Et c'est de se dire, il y a des normes, mais il y a aussi des humains derrière. C'est-à-dire que, pourquoi on fait de l'accessibilité, en fait? C'est que il y a un vrai business derrière. Si je gère une boutique, Tout à fait. tout à l'heure, tu as parlé de... Alors, je vais juste me permettre juste une petite correction. C'est 12 millions de personnes handicapées en France. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit 20? 20, ouais. Bon, faute de frappe, pas grave. Je crois que c'est 20%, c'est pour ça, en fait. D'accord. Ouais. 12 millions de personnes handicapées, c'est quand même un vrai business, en fait. Quelle boîte peut se passer de 12 millions de clients? C'est ça. Mais je pense que ce serait même le premier argument. C'est-à-dire qu'on se passe de tant de pourcents de clients d'emblée, quoi, si on les gère pas. C'est ça. Et puis après, l'image de la boîte. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'habite une petite ville dans l'Oise. Quand j'ai 2 drives, voilà, il y en a un des 2 dont l'application est inaccessible. Bon, forcément, je vais à l'autre.
Mais j'en parle autour de moi. Je Ouais. dis, bah ouais, tu sais, je fais mon drive là-bas parce que l'autre, il n'est pas accessible, etc. Et donc, il y a le bad buzz aussi de l'image de marque que ça draine aussi. Euh, Si je suis responsable je me donne comme responsabilité l'accessibilité, comment je fais pour savoir si mon site ou mon app est accessible sans avoir à disposition quelqu'un comme toi, par exemple, parce qu'on ne peut pas tous Ah, se c'est permettre. dommage, déjà, tu as assez de moi. Non, non, mais alors ça c'est sûr, mais Non, imagine, mais- Non, tout à je fait. suis nu. Non, et aujourd'hui, il y a plein d'outils en fait, d'auto-test. Ouais. Franchement, que ce soit des... Alors souvent, ce sont des add-ons qu'on va ajouter soit au navigateur, soit des outils qu'on va télécharger. T'en as de noms en tête ou... Non, je ne les ai pas en tête. Ce sont souvent des outils très visuels, donc, Ouais. qui sont faits pour tester l'accessibilité, mais qui ne sont pas accessibles. Euh, Ok, ça c'est oui. bon à savoir. Et donc, en fait, ça permet quand même déjà d'avoir une bonne image parce que le test, il va dire tout de suite ce bouton-là est trop petit, celui-là est trop, le contraste de couleur n'est pas là, etc. Donc déjà, on aura une bonne image on aura même un scoring. Et après, éventuellement, de faire un audit par une entreprise comme Atalan ou comme d'autres sur le marché. On a une question d'un spectateur sur est-ce que tu as un exemple en tête d'un site qui serait classé 3A? Parce que justement là tu me dis... Ouais, non, je disais tout à l'heure, j'en ai pas en tête malheureusement. Ah ok. Je pense que dans Mais ça existe quand même. Oui, il y en a, oui. Ouais. Il y en a vraiment où ils ont... Alors, plus on a de contenu, plus c'est difficile. Et notamment, plus on a de contenu interactif. Si j'ai des vidéos, il faut qu'elles soient en LSF, il faut qu'elles soient sous-titrées, il faut qu'elles soient audio décrites. Donc voilà, c'est des outils qui font que ça va complexifier la mise en accessibilité, mais c'est faisable. C'est faisable. D'après toi, c'est plus simple d'adapter un site ou une application mobile? Alors en général, c'est plus facile d'adapter une application mobile parce qu'on est dans un environnement plus restreint. Et puis en plus, quand on fait une application, souvent il y a des outils qui, notamment chez Apple par exemple, qui disent attention là, votre pensez à l'accessibilité, etc. Votre lien n'est pas étiqueté, etc. Il y a aussi de plus en plus d'outils qui favorisent vraiment la création accessible, quoi. Et justement, donc tu parles d'app, a priori plus simple, et donc plus simple sur iOS que sur Android. Alors, c'est pas plus simple. Et je parle même, excuse-moi, je parle même que ce soit d'un point de vue conception de maquette que code. Je sais pas si tu as une notion là-dessus d'ailleurs, mais... En conception de maquette et en code, pas forcément. Il n'y a pas une grosse différence. D'accord. Parce que, notamment si on est en design system, de toute façon, généralement, c'est les mêmes outils qui vont aller sur l'un et sur l'autre. Donc, mais après, en fonction des plateformes, potentiellement, il y a des différences. Voilà, il y a des différences, mais bon, souvent, les boîtes ont des gens assez férus, assez pointus sur un OS et d'autres sur un autre. Donc, généralement, ça se passe bien. Alors, il y a une chose quand même qu'il faut savoir, par contre, c'est que dans la population française, on est généralement sur un taux d'utilisation de 70% chez Android et 30% chez iOS. Il faut savoir que chez les personnes aveugles, c'est l'inverse. En fait, on est à 70% sur iPhone et 30% Android. Et encore, dans les 30% Android, on a des téléphones spécifiques qui ont été créés pour les personnes non-voyantes, qui sont sur des plateformes Android, mais qui sont en fait des Android modifiés. Mais ce qui paraît tout à fait logique à ce que tu viens de me dire, si iOS est plus adapté, il y a... Alors, déjà, iOS est plus adapté depuis en fait, l'iPhone 3GS. En fait, on a VoiceOver, donc, qui est le lecteur d'écran qui est intégré d'office à l'iPhone. Donc, on prend un iPhone et il est déjà accessible, en fait. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. Et en plus, on est dans un environnement qui est plus stable pour nous. On sait que les boutons sont toujours à peu près au même endroit, etc. L'Android, déjà d'un téléphone à l'autre, on n'a pas tout à fait les mêmes emplacements, etc. Les surcouches peuvent vraiment casser l'accessibilité. Il y a quelques marques En fait, un non-voyant qui utilise un Android, on lui conseille d'utiliser un Android le plus pur possible. C'est-à-dire... sans surcouche. Voilà, sans surcouche. Donc, ça fait que les gens préfèrent aller chez Apple.
mais avec souvent des problèmes d'accessibilité aussi, parce que du jour au lendemain, Apple fait une mise à jour, et puis tiens, on a telle fonctionnalité qui ne marche plus jusqu'à la prochaine mise à jour, donc voilà, ça peut arriver aussi. Et tu me disais d'ailleurs que depuis les dernières versions d'iOS, il y a de plus en plus de régression, c'est ça que tu constatais? Oui, on avait par exemple, là, il n'y a pas longtemps, tout à l'heure j'ai montré la plage braille, on n'arrivait pas à taper un mail avec la plage braille pendant 2-3 versions, et là il y a eu une mise à jour la semaine dernière, et on vient de récupérer le braille, mais du jour au lendemain on peut se retrouver sans pouvoir taper un mail en braille pur. Donc si la personne a le vocal plus le braille, ça va, mais il faut penser aussi qu'il y a des personnes qui sont sourdes et aveugles et qui n'utilisent que le braille. Tout à fait. Ouais. On va revenir un petit peu sur des problématiques de conception. Qu'est-ce qui est le plus important à travailler quand on pense en termes maquette, en termes contenu également? Est-ce que c'est d'abord les typos? Est-ce que c'est d'abord le contenu que tu vas intégrer à ton site ou ton app? Est-ce que c'est les contrastes, les couleurs? C'est quoi les choses les plus importantes à prendre en compte? Alors, en fait, je dirais que tout est important tout est important. Selon le handicap de la personne. Ouais. Ce qui est important déjà, c'est que, alors dans mon cas, qui utilise plus un lecteur d'écran, c'est vraiment tout ce qui est étiquetage des boutons, des liens, etc. Les parties visuelles, il faut que ce soit lisible, mais généralement, ça, en fait, un testeur s'en rend compte assez facilement. Et donc, ça va être corrigé assez facilement, généralement, ces histoires de couleurs. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est une information ne doit être jamais donnée par une seule modalité. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai une erreur, je ne peux pas simplement mettre le champ en rouge, quoi. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait derrière le texte qui va. Voilà, il faut le petit message en dessous qui dit vous devez compléter ce champ-là, voire même la petite croix rouge. Alors, elle peut être rouge, c'est pas gênant. Mais la personne daltonienne, par exemple, elle va voir la croix, elle dit ok, c'est ce champ-là qui va pas. Sinon, elle se repaye tout le formulaire, quoi. Ouais. Je sais qu'il y a aussi des sujets à propos de la tabulation. Il faut avoir une tabulation qui soit bien respectée. Alors, dans le cas du handicap physique, les gens utilisent des systèmes de pointeurs. Donc en fait, ils ont des dispositifs qui vont soit déplacer le focus d'élément en élément. Et ces éléments, comme ils doivent être cliquables, on dit souvent qu'il faut être capable de pouvoir parcourir une page à la tabulation. Oui, c'est ça, oui. Donc en gros, on se met en haut de la page, on fait tab, 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 et il faut voir au bout de combien de temps déjà on atteint un élément. Par exemple, si je cherche un élément hyper important, un bouton très important de ma page, mais que je dois appuyer 43 fois sur la touche tabulation, c'est que déjà il y a un problème de conception en fait. Ouais. Parce que la personne n'aura peut-être pas cette capacité fonctionnelle à appuyer autant de fois, quoi. Et toi, en tant que malvoyant, tu as déjà des habitudes où tu te dis, je sais que globalement, il va me falloir tant de tapes. Alors nous, justement, on navigue pas tout à fait comme ça quand on est malvoyant ou non-voyant, parce que notre lecteur d'écran, si je fais ça, si je fais tab, en fait, il va passer d'un élément cliquable à un autre élément cliquable. Donc un bouton à un lien, d'un lien à un bouton, etc. Sauf que moi, je vais rater tout le texte entre deux. Ouais. La personne qui a un handicap physique, elle voit le texte qui est écrit entre chaque bouton, et elle, son but, c'est d'atteindre un bouton. Donc là, elle va utiliser la tabulation. Nous, en fait, on va plutôt naviguer. En fait, on a deux façons importantes de naviguer. Soit on va descendre à la flèche, ce que j'appelle moi une descente à la flèche, c'est-à-dire que je fais flèche bas, flèche bas, flèche bas. Ouais. Et donc là, c'est l'ordre des déplacements du focus qui va devenir important. Ouais. Ça peut être très compliqué parce qu'en fait, le focus, il va aller d'abord souvent sur la partie gauche, après il va aller en haut, après il va peut-être aller... et après, je vais atteindre la partie centrale. La deuxième façon de naviguer avec un lecteur d'écran, c'est d'utiliser des raccourcis clavier, si on est sur un PC, ou alors d'utiliser certains gestes bien précis si on est sur un smartphone. Ouais. Donc là, on va utiliser la navigation par en tête, par exemple. Qui est les titres. D'accord. Les H1, H2, H3, jusqu'à H6. Et ça, c'est un truc hyper important. C'est-à-dire que moi, quand j'arrive sur un site, souvent, j'essaye déjà de voir s'il y a un titre de niveau 1. Et ce titre de niveau 1, souvent, il va me placer sur l'élément le plus important de la page, c'est-à-dire le début d'un article ou le début d'un formulaire. Ou voilà. Et là-dessus, justement, sur ces règles de titre, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir? Déjà, c'est déjà d'en mettre. Ça peut paraître bête, mais il y a plein de pages où il n'y en a pas. Ouais. Et puis, un ordre cohérent. C'est-à-dire que, par exemple, souvent, les gens choisissent des titres en fonction de la typologie. En fait, derrière les titres, nous, il y a vraiment une navigation. Donc, par exemple, si j'utilise des titres, il faut qu'il y ait un ordre. Tu vois, je ne peux pas passer de H1 à H5, d'un seul coup revenir à H2. Enfin, ce n'est pas logique. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence, parce que c'est ça qui va me permettre de naviguer très facilement dans la page.
Et ça se pense à quel niveau, à quel Dès le moment? début, dès la conception, en fait, Ouais. déjà, la personne qui choisit le site, déjà, il faut qu'elle voilà, elle se dise, il faut. Et vraiment, là, c'est les designers qui vont dire, là, j'ai un titre, et ce titre-là, je le mets en H1, H2. Donc, Voilà. en phase de design, je travaille avec les designers, c'est à eux d'indiquer la bonne hiérarchie de titres dès le début. Ouais, tout à fait. Eux, ils peuvent déjà dire, ce titre-là, il est hyper important, parce qu'à un moment, il faut aussi... enfin, la hiérarchie des titres, elle est aussi liée à une hiérarchie de contenu. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre ce titre-là en niveau 1 parce qu'il est hyper important pour moi en tant que concepteur. Ce formulaire-là est plus important que, je sais pas, le formulaire qui est en bas de page pour aller simplement m'inscrire à la newsletter. Donc voilà, c'est important déjà d'avoir une hiérarchie et puis de m'envoyer vraiment sur des contenus bien précis. Bien sûr, ouais. Je reviens sur un sujet que tu as évoqué tout à l'heure, sur la créativité. J'ai une question. Comment t'expliques à un designer que prendre en compte l'accessibilité dans sa manière de concevoir ne va pas le brider sur sa créativité? Parce que souvent, ça pourrait être ça, ça pourrait être Oui, je souvent on m'occupe pas de... associe accessibilité à moche. Voilà, couleur, j'ai pas envie de les Mm. mettre. Qu'est-ce que tu réponds à un designer qui Ouais. te dit ça? Alors d'abord, dans le temps, on disait on va créer un site pour les personnes aveugles à côté. Alors ça, c'est le truc à bannir. Et ça, c'est encore dans la tête des gens aujourd'hui? Ça, oui, ça existe encore. Parfois, on me dit, bah tiens, on va créer un autre site à côté. Mais ça marche pas parce que on sait comment ça se passe. Le jour où on change un article sur le site principal, on oublie de le changer sur le site de l'aveugle. Non, mais ça, Et c'est puis, vraiment des méthodes très anciennes. c'est ça. Mais il y a encore parfois cette volonté. Ouais. Du coup, ce que moi je dis aux designers, c'est faites-vous plaisir. Tant que sur le bouton que vous créez, vous mettez une étiquette qui me dit à moi en tant que non-voyant, ce bouton il veut dire valider, faites-vous plaisir si vous voulez qu'il soit à la bonne couleur. Par contre, respectez les règles de contraste. Donc il faut un contraste à 70%. Respectez les tailles. Hein. On dit qu'un bouton c'est 48 pixels, donc Tout à fait, ouais. 9 sur 9. Donc voilà, il y a des règles de conception. Après, libre choix. Si vous voulez qu'il soit rouge avec des petits pois, moi ça me gêne pas. Est-ce que ces règles de conception sont documentées quelque part, de manière officielle? Est-ce qu'il y a une Bible? Alors il n'y a pas forcément de Bible. Moi je vous conseille un site qui s'appelle Acced Web, D'accord. qui a été fait par Atalan, qui explique vraiment toutes les étapes de la conception d'un site et quelles sont les solutions en fonction de chaque métier. Ouais. Voilà. Donc, Et ça permet vraiment de de chaque faire- métier, ça veut dire quoi? Et bah, si je suis designer, si je suis développeur, Développeur, etc. d'accord. Voilà. donc- Chacun va y trouver en fait son étape. Et ça, tu considères que c'est une source qui est complète, qui est suffisante à elle-même, ou est-ce que tu te dis... Ah bah après, alors il y a possibilité de se former, mais je pense que déjà ça permet, si la personne fait vraiment l'effort déjà de se mettre là-dedans, elle va déjà avoir pas mal de données. Après, bah, il y a des composants complexes. Une autocomplétion, par exemple, c'est quelque chose d'assez compliqué à créer. Ouais. Ça s'invente pas. Là, il faut vraiment aller mettre les doigts dedans, tester. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est faire du test. Justement, je voulais Voilà. te parler de ça. Il suffit pas en fait de créer. Il faut vraiment à un moment prendre un lecteur d'écran Ouais. et écouter. Voilà, là j'ai un bouton, je pose mon doigt dessus. Ah, ça me dit close. Ouais, parce que j'ai récupéré un composant, la petite croix. Voilà. Ce composant, en fait, il est en anglais, il est écrit close. Bah, mon site il est en français, donc je dois mettre fermer bouton et voilà quoi. Mais ça, donc tu parles pour le cas entre guillemets extrême du tien qui est vraiment déficient visuel. Ouais. Si maintenant on veut prendre l'exemple du daltonien, qui est quand même à un stade beaucoup moins avancé que le tien, il y a des outils qui permettent juste de se rendre compte. C'est ça, Tu exactement. passes ton site et on voit ce que voit le daltonien. Oui, on peut, via des filtres de couleurs, par exemple sur iOS, il y a des filtres vraiment qu'on peut appliquer, etc., pour les daltoniens, etc. Ouais. Donc ça permet vraiment de se rendre compte. Ce qu'on dit, nous, souvent, par exemple, au niveau des daltoniens, c'est tout simplement, mettez votre site en niveau de gris, et s'il y a des informations qui vous manquent, bah, c'est qu'elles ne sont pas accessibles. Ok. Parce que clairement, ça va être ça la problématique. Et puis de se poser vraiment la question, voilà, là j'ai une croix, j'ai de la couleur, est-ce que j'ai prévu une alternative? C'est vraiment ça l'idée, quoi. Je reviens sur le sujet du test. Est-ce que tu peux nous conseiller des organismes à contacter si maintenant je veux recruter des gens, soit déficients visuels, soit auditifs? Comment je fais? Je contacte qui? Bah, en fait, il y a plein de structures qui travaillent dans le domaine de l'accessibilité numérique. Ouais.
Il y a des entreprises comme Access42, comme Atalan, comme... alors je vais en oublier, donc là déjà j'ai tout faux. Non, mais déjà c'est hyper important. Donc... Voilà, si vous tapez accessibilité numérique, Ouais. vous allez trouver plein de liens, plein de... Alors après, voilà, l'accessibilité numérique pour moi c'est sans ajout de filtres autres qui viennent modifier le site. C'est de l'accessibilité native. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment accessible dans le code. Donc voilà, après, libre à chacun de dire, voilà, moi je voudrais un audit où je veux voilà, que ce soit testé par des... Mais j'aurais plutôt envie de dire aux testeurs de vos sites, formez-vous, quoi. Parce que utiliser un lecteur d'écran sur un iPhone, honnêtement, c'est pas compliqué du tout. Moi, en une demi-journée, je forme quelqu'un à des tests d'utilisation de l'application en interne, quoi. Le problème avec ça, c'est que évidemment, c'est la meilleure solution. Mais des fois, on n'a pas le temps. On a quand même envie de se pencher dessus, malgré des fois, on a des formations qui ne sont pas autorisées, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais là, déjà, tu as la mauvaise réponse. J'ai pas le temps. Non, mais je fais l'avocat du diable exprès, parce que je sais que c'est comme ça que ça se passe aussi. Ouais, c'est clair. Mais enfin, le temps, on se le donne. Et puis, encore une fois, quel est mon but? Est-ce que je veux me passer de cette clientèle, de cette population? Bah non, j'ai pas envie et je vais mettre en avant. Moi, souvent, je prends l'exemple de l'hôtel. Ouais. Si je fabrique un hôtel, je suis architecte, je fais fabriquer un hôtel, etc. L'hôtel est fabriqué. Mais pour gagner du temps, on a mis un escalier à l'entrée. Ouais. Et puis, au bout d'un an... Ça part mal déjà. Mais au bout d'un an, j'ai envie de faire mon hôtel accessible. Puis là, je vais casser cet escalier et je vais fabriquer une rampe. Mais là, ça va me coûter beaucoup plus cher. Bien sûr. Ça va me demander beaucoup plus de temps de travaux. Et en fait, si j'avais pris le temps de concevoir la rampe au moment de la création de mon hôtel, et ben là, peut-être que mon hôtel serait accessible sans effort. Donc oui, ça coûte au début. Mais on s'y retrouve vraiment sur le long terme. Mais ça, c'est vrai pour à peu près tout. On ne construit pas quelque chose on va utiliser du code, dépenser de l'argent, Oui, bien sûr. Et pour le recasser derrière, parce qu'on s'est rendu compte qu'on a oublié de le tester, ah bah mince, on le sort en prod. C'est exactement le même principe, quoi. Tout à fait. Il faut le penser dès le début, quoi. Et puis le test, franchement, c'est pas si long que ça. Quand on a l'habitude de faire quelques tests, ça va assez vite. Dans une boîte, dans une organisation quelle qu'elle soit, est-ce que l'accessibilité, tu as un petit peu répondu déjà, mais doit être le rôle prise par une seule personne qui va se charger de diffuser dans toute la boîte, ou est-ce que selon toi ça doit être la responsabilité de chacun? La question est un peu orientée, mais la question elle est intéressante parce qu'en fait le problème c'est que souvent on s'aperçoit que quand on commence à mettre un référent accessibilité dans une boîte, en fait, c'est une espèce de déresponsabilisation des gens où les gens se disent bon, attends, là, je vais aller voir le référent, je vais lui dire écoute, là, c'est pas accessible, essaye de me trouver la solution parce que moi, on m'a dit que c'était pas accessible, l'audit me dit là, il y a un problème. Et donc, ça peut déresponsabiliser. Après, il y a des points très techniques qui sont quand même compliqués d'avoir un référent accessibilité qui dit non, mais attends, là, j'ai sourcé, ou en tout cas de savoir s'appuyer sur des boîtes de conseils pour des composants plus complexe. Mais on ne peut pas déresponsabiliser les gens et en fait on s'aperçoit que plus on responsabilise les gens, plus vite ça se fait en fait. Parce que les gens ils se disent bon, moi je vais faire l'effort, je vais faire la petite formation d'accessibilité qui est le e-learning qu'on a dans la boîte, je vais le faire et puis comme ça je monte en compétences. Et puis très honnêtement, sachez quand même que c'est des compétences qui se vendent bien d'une boîte à l'autre. J'aimerais qu'on reparle maintenant de ton Rex sur SNCF, justement, toujours pour rester sur cette même question, en interne chez SNCF, tout le monde met la main à la pâte ou est-ce qu'il faut se battre encore? Eh ben, en fait, donc, moi je suis effectivement consultant chez SNCF depuis 2017. J'y vais une journée par semaine. D'accord. Et en fait, je suis arrivé, je leur avais dit, vous savez, là en fait, l'accessibilité, il y a vraiment un problème. L'application, on ne peut plus l'utiliser. Il y avait un date picker, on ne pouvait même pas changer de date, etc. Enfin, c'était une catastrophe. Donc, je me souviens d'une réunion où ils disent, il y avait une grande réunion, et la question c'était, d'après vous, quel est le taux d'utilisation d'un lecteur d'écran sur notre application? Et la réponse était 0,28%, ou quelque chose comme ça. Qui a été trouvé par qui sur tout ce qui est Content Square, avec les relevés. En fait, sur un mobile, on sait détecter la présence d'un lecteur d'écran.
Et donc, je leur ai dit, bah oui, c'est vrai, mais sachez que c'est parce que aussi votre appli, elle n'est pas accessible, quoi. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à corriger des points d'accessibilité. Donc, c'était assez douloureux parce qu'on loguait, mais eux, ils n'avaient pas le temps, la bande passante pour le faire. Et là, donc, il y a eu la nouvelle application, SNCF Connect. Tout à fait. Qui Donc, est alors, sorti, juste avant que tu continues, on va l'évoquer, et d'ailleurs on peut commencer dès maintenant. On va pas parler de tout le bazar qu'il y a eu autour, Non, d'autant autour qu'il du y a des produit. choses qui sont en train de Et puis en s'améliorer. plus ça s'améliore, Voilà. et on n'est pas là pour parler de Voilà, ça. c'est Mais par ça. contre, si tu peux m'évoquer un petit peu ce qui s'est passé, ton rôle, ta contribution à ça. Alors, ce qui était intéressant, la politique de SNCF Connect, c'était de Ouais. dire on part d'une feuille blanche. Ok. Et déjà puisqu'on bon point, part ça. d'une feuille blanche, Ouais. eh ben on va faire autrement. Mhm. On va faire l'accessibilité autrement. Alors, pas forcément à mon niveau, mais au sein de l'équipe avec laquelle je travaillais. Qui était laquelle? Donc, moi, j'étais en qualité recette. Ok. Donc, on vérifiait voilà, les applications avant qu'elles sortent en version recette. Ouais. Et du coup, ça permettait de loguer les choses avant. Tu travaillais un petit peu avec les designers en amont, ou toi tu étais juste en bout de À cette chaîne? époque-là, non. Ok. À cette époque-là, j'étais un peu en lien avec les devs, les PO, D'accord. mais pas du tout les designers. Ok. Du coup, effectivement, quand il y avait un problème, il fallait que ça reparte au design, que ça, voilà, il a fallu vraiment. C'était compliqué, c'était assez lourd dans l'ancienne version sur le site vraiment oui SNCF. Ouais. Là, l'idée, c'était une des personnes que j'avais évangélisées au bout d'un moment. D'accord. C'était quoi? C'était un PO, un designer, un... Non, c'était une personne qui faisait de la recette. Ah oui. Mais qui vraiment était, voilà, qui, à force de m'entendre parler d'accessibilité, etc., savait ce que c'était, quoi. Plus le référent accessibilité, Ouais. donc côté dev, lui, ils ont commencé à être associés à toutes les revues de maquettes. Ok. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à dire, non mais attendez, là, si vous utilisez tel composant, vous aurez tel problème d'accessibilité, tel problème, donc là, ça va coûter beaucoup plus cher en développement. Donc il y a eu une prise de conscience de dire on met les devs même dans la phase de conception des maquettes, et on anticipe. En tout cas, le Les dev bêtises derrière. spécialisé. Le dev spécialisé, lui, disait, là, vous avez fait un choix qui va être plus coûteux Ouais. en matière de développement accessible. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, les designers, ils ont commencé à se dire, bon, bah ouais, on va commencer à se former aussi. Donc, ils se sont formés, ils ont pris en compte ces questions-là. Et ça a vraiment commencé à essaimer, en fait. Et progressivement, eh ben, ils sont les premiers à dire, non, on va développer accessible, enfin, on va proposer des maquettes accessibles. Donc là, sur l'appli SNCF Connect, elle est 100% accessible? Non. Ok. Non, loin s'en faut. L'audit d'accessibilité, puisque je l'ai dit tout à l'heure, il est de 54%. Si on cherche dans les pages, on va trouver un audit à 54%. Sur SNCF Connect? Oui, ce qui est D'accord. une note très basse quand même, hein, 54. Alors, il faut savoir, comme je le disais, qu'un audit, bah, c'est simple, c'est un critère, hop, on Ouais. fait tomber la page. Ouais. Là, on a identifié récemment 25 critères, enfin 25 corrections, qui vont nous permettre de remonter la note d'accessibilité à 85. Alors, sur ces 54%, c'est bien ça? Oui. Quel pan de l'application, du coup, est intéressant à regarder pour voir cette conformité? Est-ce que c'est le moteur de recherche? Est-ce que c'est la home? Est-ce que c'est une page de billets? Alors, c'est la moyenne de toutes les pages. D'accord, donc c'est Ouais, en fait le 54, des c'était goûts sur en tout le site. D'accord. Donc, il y avait des pages qui étaient peut-être à 75, d'autres... voilà. Il suffisait d'un critère pour que la note soit mauvaise sur la page. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, là, ils viennent d'identifier 25 corrections qui vont permettre de remonter la note à 85. Ce qui reste bien, mais effectivement améliorable. Et enfin, t'as un petit peu aussi répondu, mais il y a eu des grosses erreurs qui ont été faites là, qui sont... Oui, il y a eu des grosses erreurs. Alors déjà, il y a des choix. Ils ont développé en Flutter. Du Ok. coup, ça a créé certains problèmes. Du coup, il y a des éléments pour lesquels il faut attendre la mise à jour du Flutter. Ouais. Donc voilà, c'est des choses aussi qui parfois, il y a des choix ergonomiques, même techniques, Ouais. qui justifient des problèmes d'accessibilité. Par Si- exemple, on ne sait pas bloquer le focus sur un Flutter. En fait, le focus remonte toujours en haut de page. Ce que tu veux dire, c'est que par exemple sur Kotlin ou sur Swift, iOS ou Android, il y a moins ces problèmes-là? Oui. D'accord. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de dire aux designers, bah voilà, écoutez, ce que vous va faire, à partir du moment où vous faites quelque chose,
un bouton, un composant, etc. Et ben, ce qu'on va faire, c'est que vous allez créer la version accessible. C'est-à-dire que vous avez un bouton, ok, alors quelle est l'alternative? Et donc, ils avaient une revue d'accessibilité obligatoire avant la sortie de la maquette. C'est-à-dire que quelqu'un qui concevait une maquette, il devait voir les deux référents accessibilité qui étaient à ce moment-là, donc la personne référent côté dev et la personne qui était venue, qui s'était donné à qui on avait donné cette mission. Tout à fait, ouais. Et donc, elle cochait la case en disant c'est bon, j'ai vu, normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Oui. Bah oui, parce que la réalité du dev peut être autre. Voilà. Mais voilà. Et ça ne partait pas en dev tant que cette case de revue d'accessibilité n'était pas cochée. Donc ça fait partie d'un test d'acceptance comme un autre. Oui, tout à fait. À rédiger par qui? Et c'est pas done tant que c'est pas validé, en tout cas sur ce critère-là. Et donc chaque designer était responsabilisé face à son composant. Tu as prévu un bouton, ok, quelle est l'alternative? Il y a eu une réflexion qui a été faite sur le... Enfin, il y a un design system, j'imagine. Oui. Et ça a été pensé à la création du design system où il a fallu itérer d'un point de vue design. Alors ça a été fait en fait dès le début du design system. D'accord. Ce qui a été très coûteux au début. On le disait tout à l'heure. Oui, ça a un coût. Mais par contre, aujourd'hui, on sait que si on modifie un élément, bah voilà, on va avoir une amélioration. Par exemple, l'icône TER, par exemple, qui disait l'icône terre. Je sais que demain, quand c'est corrigé, partout où il y aura TER, ben, j'aurai corrigé mon bug. Okay. Donc tout de suite, on gagne en accessibilité sur l'ensemble du site. Mais c'est vrai que ça a été assez coûteux au début. Faire comprendre aux gens, par exemple, voilà, ok, là vous avez mis une icône de petit métro. Quelle est ton alternative? Ok, tu as mis métro, c'est intéressant. Sauf que moi, aujourd'hui, pour venir, là, tout à l'heure, j'ai pris métro plus métro. Ah mais non, j'ai pris métro 5 plus métro 8 plus, voilà. Ah, on voyait pas le numéro de la ligne. Voilà. Donc là, il a fallu dire, bah non, là, attendez, il y a une erreur, on va la corriger, et puis voilà. Donc après, il y a eu une note d'accessibilité aussi qui est sortie, comme pour le reste, soyons honnêtes, sur SNCF Connect, il y a eu une urgence de sortie qui fait que le produit n'était pas optimal. C'est ce qui a fait les fameux grincements de dents dont tu parlais tout à l'heure. Mais c'est la même chose sur l'accessibilité. C'est-à-dire qu'à un moment, les devs, ils avaient le nez dans le moteur et il a fallu vraiment se dépêcher. Et l'accessibilité a parfois été prise... c'est ce qui a coûté parfois, oui. Question qui me vient comme ça, le choix du dark mode, c'est quelque chose qui facilite les gens, les non-voyants ou les gens qui ont des difficultés visuelles ou pas? Alors, le choix du dark mode, il était pour des raisons écologiques, gestion des batteries, etc. Et puis, effectivement, moi, j'avais assez insisté en disant c'est intéressant le dark mode parce que beaucoup de malvoyants sont photophobes. C'est mon cas, par exemple, moi, je suis gêné par la lumière. D'accord. Donc, je suis plus à l'aise face à un écran en fond noir. D'accord. Donc, effectivement, on a pensé que c'était une bonne chose. Mais il y a quand même quelques personnes, côté utilisateur traditionnel, qui ont voulu un white mode. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Probablement, oui. Voilà, j'avoue que je ne sais pas moi-même. Un thème clair. Un thème clair, voilà, c'est ça. Et c'est venu aussi côté accessibilité. Effectivement, des malvoyants qui ont dit, mais attendez, moi, j'arrive pas, j'ai pas assez de luminosité. Le problème du malvoyant, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a autant de malvoyance que de malvoyants. Il y en a à qui il faut de la lumière, d'autres à qui il n'en faut pas, donc c'est compliqué. Et sans trop vouloir dévoiler, il se pourrait que d'ici quelques jours, il y ait une version qui soit avec le white mode. Comme quoi, tout s'améliore et en fait, les premiers lancements, si tu prends en compte la résistance au changement et les habitudes qui doivent s'intégrer au fur et à mesure dans les usages, c'est toujours un peu long à se mettre en place, quoi. C'est ça. Là, par exemple, les personnes non-voyantes, ils étaient assez demandeuses de la fonction carte. Le transfert vers Apple Card. Bon, voilà, là, ça a été rajouté. Pour les personnes, c'est plus facile maintenant de trouver leur billet, quoi. Merci beaucoup pour ce Rex sur le produit SNCF Connect. J'ai une question qui m'est venue. Est-ce que tu es gamer? Est-ce que tu joues à des jeux vidéo? Est-ce que c'est possible de le faire quand tu es déficient visuel, d'ailleurs? Alors, moi, comme je disais tout à l'heure, d'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas dit, j'ai un petit reste visuel qui me permet un petit peu de voir. Donc, sur les vieilles consoles, je m'en sortais à peu près parce que ça allait moins vite. Maintenant, avec la vitesse, quand j'essaye de jouer avec mes enfants à des jeux comme FIFA et compagnie, je ne m'en sors pas. Et parce que tu es fan du PSG en plus, je crois. Ouais, personne n'est parfait. Donc, en fait, par contre, il y a des jeux vraiment dédiés aux personnes non-voyantes. C'était ma question en fait. Est-ce que dans le monde du jeu vidéo, les choses sont
le sujet de l'accessibilité est plus poussé que Alors, dans le monde. Alors, il est moins poussé, mais par contre, il est en train d'arriver. Il y a D'accord. vraiment des trucs chez Microsoft en ce moment qui sont en train d'arriver sur des jeux qui sont, sur lesquels déjà on améliore l'accessibilité. Alors, pas trop à la déficience visuelle parce que c'est pas le plus facile à traiter, mais par exemple sur les problèmes de motricité, Ouais. sur les problèmes pour les personnes malentendantes, avec des personnes, par exemple des scènes qui sont doublées en LSF. Ouais. Donc voilà, il y a des choses qui s'améliorent. Mais Ici, en de se voilà, gratter. mais si il se gratte, désolé pour le bruit. T'inquiète pas. Et puis, mais c'est en train d'arriver, par exemple, la possibilité de ralentir les effets de vidéo, etc., pour justement permettre à des gens qui seraient malvoyants de mieux jouer. Et après, il y a vraiment des jeux dédiés autour par exemple, de l'audition, où on ne joue que par les oreilles. Ok. Donc ça peut être intéressant. Tu connais un jeu A Blind of Legend. D'accord. Voilà, par exemple, qui est un jeu sur smartphone qui permet de gérer un petit personnage. disponible sur iOS et sur Android? Oui, je crois. D'accord. Juste histoire, si on veut le tester, le télécharger. C'est ça. Et si vous arrivez à le finir, ça m'arrangerait de nous expliquer parce que moi j'ai pas réussi. Je suis bloqué à la dernière. S'il y a des gamers addicts qui souhaitent aider Yannick, Ouais, c'est ça. n'hésitez pas. Dans le chat, est-ce qu'on a d'autres questions? Pas pour l'instant. Écoutez, en tout cas, merci Yannick de nous avoir accordé. Merci de vous intéresser au sujet. Et puis, je pense que c'est effectivement un sujet qui est assez méconnu, mais qui mérite le fait de s'y pencher parce que je pense qu'on peut vraiment gagner. Alors, une chose que je n'ai pas dit d'ailleurs, mais c'est qu'un site accessible est mieux référencé sur Google. Ah, hyper important à savoir ça. Voilà, parce que en fait, à partir du moment où je rajoute des balises par exemple sous un lien, etc., Ouais, dans les liens, ouais. je favorise forcément le référencement puisque j'ai plus de références. Ok. Donc voilà, si ça permet de rendre un site accessible, voilà. Bah voilà un argument de vente à son manager demain au bureau. C'est ça. Et puis il y a aussi bien sûr le site, mais tout ce qui est documents, rédigés, les mails, etc., qui doivent être accessibles. Mais ça s'améliore. Et surtout, il faut veiller bien sûr à conserver l'accessibilité. Parce que la faire, c'est bien. La garder, c'est mieux. Le jour au lendemain, parfois, on a des mises à jour d'applications où, sur telle version, je peux plus je peux plus payer ma commande sur mon drive. Ça, c'est vrai. En fait, faut le prendre en compte comme une feature à part entière et Exactement. Comme un pan fonctionnel à part entier, quoi. C'est ça. C'est pour ça que le test, il doit être régulier. C'était la volonté de chez Oui SNCF de m'intégrer aux équipes pour que le test soit régulier sur chaque version qu'elle est sortie. En fait, je l'avais entre les mains pour vérifier si on ne cassait pas du jour au lendemain l'accessibilité, quoi. Super, merci beaucoup Yannick pour toutes ces précieuses informations. Ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi et d'échanger sur le sujet de l'accessibilité. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir se dire au revoir. Tu m'as dit ? Il y a une question. Ah, alors, la question. Est-ce que tu as des réseaux sociaux où on peut te suivre, voir un peu ton actualité? Est-ce que tu partages des choses sur le web? Alors, je mets un petit peu de choses. J'ai une page Facebook et puis à mon nom, Yannick Bréavoine. D'accord. Et puis mon LinkedIn, mais qui n'est pas beaucoup. C'est pas facile, de communiquer sur les réseaux quand on est soi-même déficient visuel. LinkedIn n'est pas super accessible quand même. D'accord. Donc s'il y a des gens qui travaillent chez LinkedIn, n'hésitez pas. Le message est passé. Voilà. Et puis voilà, mais surtout sur ces réseaux-là. J'ai une autre question. Est-ce qu'il existe des design systems prenant certaines déficiences en compte ou c'est plus du cas par cas? Alors c'est plutôt au cas par cas, mais je dirais surtout c'est à chacun de créer son design system accessible, quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'utilise des composants, que je vérifie l'accessibilité. Oui, avec tout ce qu'on a dit, les outils, les outils. Sites, et puis faire attention aussi, peut-être une chose importante, c'est si je fais appel à des composants extérieurs, de bien mettre dans mon cahier des charges que je veux des composants accessibles. Parce que je peux faire toute l'accessibilité de mon site, tout va bien. Si à la fin j'utilise un système de CAPTCHA par exemple qui n'est pas accessible, et j'exclus directement la personne de ma page de contact. Ça m'est arrivé récemment, là, une mairie où le CAPTCHA était en japonais. Donc il y avait une alternative audio, donc c'était plutôt cool, sauf qu'il était en japonais et j'avoue que mon niveau de japonais n'est pas très élevé. Tu dois pas être le seul à mon avis.
On a d'autres questions, c'est tout. Eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Merci encore Yannick. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci de suivre le Design Corner et la chaîne Twitch de l'After Produit. On se retrouvera certainement très bientôt pour un nouvel épisode sur un autre sujet qui parle de design. Merci encore et à bientôt. Au revoir.